Gratien Rukindikiza, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard de m'avoir invité. On ne parle pas de cessez-le-feu. C'est un accord entre deux États. Deux États qui ne se font pas la guerre. Oui, c'est un accord entre deux États qui ne se font pas la guerre. Les belligérants sont en train de négocier à Doha. Quand on justifie une agression, même sans jamais la nommer, on finit par en devenir complice. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser une émission diffusée sur la nouvelle chaîne Afrique, avec l'opposant Gratien Rukindikiza. Derrière un discours présenté comme analytique, rationnel et sécuritaire, se dessine en réalité une justification subtile, mais constante de la domination du Congo par le Rwanda. Ce qui est dit est important, mais ce qui est, tu l'es encore plus. Gratien Rukindikiza se présente comme analyste politique et sécuritaire. Son discours se veut posé, technique, presque neutre. Mais en géopolitique, la neutralité n'existe pas. Le choix des mots, le choix des silences, et surtout le choix des responsabilités attribuées sont toujours politiques. Tout au long de son intervention, un même schéma revient sans cesse. Selon lui, le problème vient essentiellement du Congo. Il insiste sur l'incapacité de l'État congolais, sur le chaos interne, sur la prolifération des groupes armés locaux. Mais il évite soigneusement de nommer clairement le Rwanda comme agresseur, principal dans l'est du Congo. Ce déplacement de responsabilité est fondamental. Car si le Congo est présenté comme seul responsable de sa situation, alors l'intervention rwandaise apparaît presque comme une conséquence logique. Pire encore, comme une nécessité. À aucun moment, Gratien Rukindikiza ne parle d'occupation, d'invasion ou de violation de la souveraineté congolaise. À la place, il évoque les préoccupations sécuritaires légitimes du Rwanda. C'est une rhétorique bien connue. Transformer une agression militaire en une simple mesure de sécurité régionale. Transformer une stratégie d'expansion en un acte défensif. C'est ainsi que l'on justifie une conquête sans jamais utiliser le mot conquête. Mais le plus révélateur n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ne dit pas. Il ne dit rien sur les massacres de civils, rien sur les millions de déplacés, rien sur le pillage systématique des minerais congolais, rien sur les rapports des Nations Unies qui documentent l'implication directe du Rwanda. Ce silence n'est pas neutre. Se taire sur les crimes, c'est déjà prendre parti. En décrivant le Congo comme un État trop faible, trop corrompu, incapable de se gouverner, Rukindikiza reprend un discours ancien, dangereux et bien connu de l'histoire africaine. C'est exactement le même discours qui a été utilisé pour justifier la colonisation. Dire qu'un peuple ne sait pas se gérer, qu'il a besoin d'un autre plus organisé, plus discipliné, pour lui imposer l'ordre. Dans cette logique, le Rwanda apparaît comme rationnel, structuré, presque naturel dans son rôle dominant. Le Congo, lui, est réduit à un espace à contrôler. C'est une déshumanisation politique. Et c'est une justification idéologique de la domination. Gratien Rukindikiza ne dit jamais ouvertement que le Rwanda doit conquérir le Congo. Mais tout son raisonnement y conduit. Par la minimisation de l'agression rwandaise, par la culpabilisation exclusive du Congo, par la légitimation de l'ingérence, et par le silence total sur les crimes. Son discours soutient objectivement la stratégie rwandaise en République démocratique du Congo. Ce genre de propos, diffusé sur une chaîne africaine, est extrêmement dangereux. Il banalise une guerre de prédation et normalise la domination d'un peuple africain par un autre. Un accord est signé le 4 décembre. Nous étions à Washington, sous l'égide du président américain Donald Trump. 6 jours seulement après, le président congolais Félix Tshisekedi accuse son homologue rwandais de violer les termes de cet accord. D'abord, quel est le regard que vous portez sur cet accord qui a été signé et qu'est-ce qu'on peut en entendre? Tout d'abord, l'accord qui a été signé, on ne parle pas de cessez-le-feu. C'est un accord entre deux États. Deux États qui ne se font pas la guerre. Oui, c'est un accord entre deux États qui ne se font pas la guerre. Les belligérants sont en train de négocier à Doha. Il y a Doha et Washington. Sinon, si le Rwanda et le Congo étaient des belligérants, il n'y aurait pas Doha. Mais il y a Doha. Oui. Et donc, du coup, et dans l'accord qui a été signé, il y a 3 choses. La première chose, c'est ça demande aux Rwandais de lever les mesures défensives, que les Congolais disent de retirer les troupes. Deuxièmement, c'est de neutraliser, pratiquement en harmonie, de neutraliser les FDLR. Oui, Après, c'est la partie économique. Ce sont les 3 parties. Et quant au cessez-le-feu, c'est du ressort de Doha. Monsieur, Cela veut dire que quand il y a la guerre, cela veut dire que
quand il y a la reprise de la guerre, cela veut dire que ce n'est pas les Rwandais, c'est le M23. Le commandant, si vous voulez bien, le commandant... Le Rwanda n'est pas derrière le Non, M23. non, je vous explique. Le commandant, le général-major Biamungu, qui commande le front, c'est lui qui a commandé le front, c'est lui qui descend vers Kamanyura, et d'ailleurs qui doit être tout près de Uvira. C'est un Congolais. C'est un Congolais. Il est jamais, personne ne dit qu'il... Le commandant en chef des forces du M23, c'est un Congolais, dites-vous. Mais le commandant en chef, Makenga, c'est un Congolais. D'accord. Le général qui commande le front sud, c'est un Congolais, Biamungu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire en disant ça, mais clarifions les choses. Deux États ne signent pas un accord de paix s'ils ne sont pas en guerre. Vous dites que le Rwanda et la RDC ne sont pas en guerre. Alors, ils ne sont pas en guerre. Pour moi, il y a un problème de terminologie. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de bon voisinage. L'accord de paix concerne les gens qui se battent. Or, les gens qui se battent sont à Doha. Donc, il n'y a pas de guerre déclarée entre les deux pays. Oublions Doha, restons en RDC. Et c'est-à-dire que ce que fait le M23, on n'en parlait pas. Les experts de l'ONU nous disent qu'il y a 6 à 7 000 hommes, soldats rwandais en RDC. Les experts parlaient de 3 000 à 4 000, mais s'ils parlaient de 5 000. Oui, mais Rwandais en RDC. Mais alors, et le communiqué de l'Union européenne de ce 10 décembre. Ok, c'est simple. Imaginons s'il y a 7 000 militaires rwandais en RDC. Oui. En face, il y a 15 000 militaires burundais. Il y a environ 15 000 FDLR. Il y a les Wazalendo, environ 20 000. Il y a 200 000 militaires congolais. Vous voulez dire que 7 000 militaires rwandais déstabilisent 250 000 militaires? C'est impensable. Et donc cela veut dire que les gens qui se battent sont les gens, les frères, qui se connaissent dans la sous-région. Ce n'est pas 7 000 militaires rwandais qui ont investi en RDC. En appui au M23. 6 à 7 000 soldats rwandais seraient en RDC en appui au mouvement rebelle M23. En appui, c'est-à-dire de M23 qui se bat contre, prenons sur le terrain, contre la 100 000 personnes. Donc ça veut dire que c'est vraiment insignifiant. Mais moi, à ce que je sache, on parle des mesures défensives. Les Rwandais, on n'a pas des Rwandais sur le front qui se battent. Ils peuvent être entrés, parce que les Rwandais, dans leur stratégie, ils disent qu'ils ne vont jamais se battre au Rwanda, c'est un tout petit pays. Et donc, du coup, ils dévancent, ils font une sorte de zone. Donc, et donc, et la preuve, je vais vous donner la preuve. Le Congo n'a jamais montré ni un cadavre, ni un prisonnier rwandais. Jamais. Les Congolais se basent sur les rapports des experts des Nations Unies qui viennent des Nations Unies. Vous vous rendez compte qu'ils se basent de tout ce qui est dit à l'extérieur, mais jamais ils n'ont pas de preuves. Regardez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Ukrainiens ont des prisonniers russes, ont des cadavres russes qui les ramènent. Mais là, on n'a aucun cadavre, aucun prisonnier. Donc vous voulez dire que moi je dirais, si je raisonne, si on arrive à inventer, ils peuvent être à l'intérieur, mais ils ne sont pas sur le champ de bataille. Et il faut quoi alors à l'intérieur? Ils protègent leurs frontières. Parce qu'il y a eu plusieurs attaques des FDLR et ils les protègent. Mais ça s'appelle une agression. Quand vous pénétrez sur un territoire étranger, soi-disant que vous faites pour protéger vos frontières. Si vous êtes attaqué, si vous êtes attaqué, à un certain moment, il y a des... On parle de 6 à 7 000 hommes. Est-ce qu'on a besoin d'aller sur un territoire étranger avant de les neutraliser? Il suffit de sécuriser sa frontière, c'est tout. Comment est-ce qu'on sécurise sa frontière quand on a un petit pays? On sécurise sa frontière déjà à Kigali? Bon, vous qui êtes militaire, expliquez-nous comment les FDL... Alors, rappelons quand même que ce sont des rebelles, on va dire ça comme un Rwandais, qui se seraient réfugiés en RDC pour de là-bas déstabiliser le Rwanda. Et le Rwanda estime aujourd'hui que pour se défendre, il a besoin de déployer des forces sur un territoire étranger, sauf qu'en droit international, ça s'appelle une agression. Alors, une façon de protéger la frontière. L'Union européenne, les États-Unis viennent de demander aux troupes rwandaises de quitter immédiatement le sol congolais. Ils ne demandent pas de quitter immédiatement alors qu'il y a l'accord de Washington. Il y a l'accord de Washington. La sortie, quitter le territoire, ils sont entendus sur ça. Ça se fait parallèlement. Ça, c'est après la prise de Uvira, il y a 2 jours. Il y a des déclarations.